dans ton jardin. 3 tonnes. Chers auditeurs, merci de suivre l'émission 3 tonnes de nourriture dans ton jardin en 6 séries. Je suis à la présentation. Je suis avec Madame Alexandra Mbaye qui va vous parler encore une fois de votre jardin. Comme dans 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, nous vous parlons des stratégies, nous vous parlons également des manières dont vous pouvez cultiver votre jardin en état en ville, comment vous pouvez tenir votre jardin. Madame Alexandra Mbaye, nous avons vu dans nos émissions précédentes l'intérêt de cultiver et comment débuter un jardin. Mais tout cela, est-ce que vraiment c'est possible dans les villes? Vous pensez vraiment que ça peut avoir un intérêt avec tous les commerces qui s'y trouvent? Cela semble assez paradoxal, mais c'est a priori dans les villes qu'on a le plus besoin de retourner dans le jardin. En général, on fuit la campagne où on a à manger pour se réfugier dans la ville afin d'y trouver la sécurité ou pour trouver plus de confort. Car c'est vrai qu'il y a en ville plus d'opportunités qu'ailleurs, avec la concentration plus élevée d'habitants. Mais en même temps, on perd la propriété de ces terres et la nourriture qu'elles produisent gratuitement. Une fois arrivé dans la ville, on travaille pour payer ce qu'on avait gratuitement à la campagne. On paye un loyer et on va acheter sa nourriture au marché. Mais en plus, avec la crise économique, il est parfois difficile de trouver du travail. Et c'est pour cette raison que malheureusement, une bonne partie de la population de nos villes se trouve en grande détresse et même souvent dans des situations plus difficiles qu'à la campagne, puisqu'une fois sans travail, ils ne peuvent plus se nourrir. 3 tonnes de nourriture dans ton jardin. 3 tonnes n'est pas la photosynthèse. C'est dans cette situation que se trouve l'intérêt d'avoir un jardin, aussi petit soit-il, pour à minima nourrir sa famille quand on est en grande difficulté dans son travail. Un des problèmes dans les villes est qu'on se trouve souvent dans des petits espaces. Des fois, certains n'ont absolument pas de jardin. Il y en a qui sont en appartement, d'autres ont des sols cimentés. Et puis, avec la colocation, on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut dans son jardin. Faire toujours ce que l'on veut dans son jardin. Comment on fait dans les villes alors? Cultiver en ville, quand on a un terrain avec un peu de terre, tout ce que nous avons vu lors des premières émissions est valable. Nous allons donc dans cette émission nous concentrer sur les petites surfaces. On parle de micro-jardinage. Quand le sol est rempli de ciment ou de carrelage, ou qu'on a juste une terrasse ou un balcon, ou même juste un rebord de fenêtre, on peut avoir recours à des pots dans lesquels on va mettre de la terre pour faire pousser des plantes. C'est assez courant de faire pousser des plantes ou des fleurs pour la décoration, mais cela est plus utile de faire pousser des plantes pour manger, pour se soigner. Surtout que l'on peut presque tout planter dans un pot. Des tomates, des poivrons, des salades, des aubergines, des courgettes, des concombres, des amarants, des épinards, des poireaux, mais aussi des fruits, des agrumes, des citrons, des oranges, des ananas, et les plantes aromatiques comme le basilic, le lumba-lumba, les oignons, l'ail ou encore le piment. 3 tonnes de nourriture dans ton jardin. C'est un peu plus compliqué pour tout ce qui pousse sous la terre, comme les pommes de terre, les patates douces, le manioc ou les carottes, puisqu'il leur faut beaucoup plus d'eau et de terre pour pousser, mais ce n'est pas impossible. Il y a aussi les champignons qui sont très intéressants à cultiver, puisqu'ils peuvent pousser dans l'obscurité, même à l'intérieur de la maison. Ce qui est aussi appréciable quand on cultive dans un pot, c'est lorsque l'on déménage dans un autre logement, on part avec ses pots. D'ailleurs, on peut aussi cultiver dans des bacs que l'on pose sur des tables ou même sur des étagères pour pouvoir mettre plus de pots les uns sur les autres, du moment que chaque étage reçoit du soleil. Et aussi, il ne faut pas oublier les toits. En Europe, on plante des champs sur les toits des immeubles. En Chine, on fait pousser de l'herbe sur les toits. Les villes du monde entier cherchent à redevenir vertes. Dites-nous, comment on fait concrètement? Il faut d'abord se procurer un pot. On peut prendre une grande boîte de conserve, fabriquer un panier avec des cordes ou des roseaux, prendre même une vieille sacoche ou un sachet en plastique. Quand on plante dans des pots ou dans des bacs, on se pose le problème parfois de trouver la terre. Il faut savoir que les plantes peuvent pousser même sur des cailloux.
et que tout doucement, avec les feuilles qui tombent et qui pourrissent, l'humus se construit au fur et à mesure. C'est comme cela que l'on voit après un feu qu'une forêt entière repousse sur un sol totalement nu. Il existe même aujourd'hui des technologies appelées hydrophonie qui consistent à ne pas mettre de terre et à faire pousser les plantes directement sur du coton ou de la fibre de coco ou encore même dans des tubes en plastique. Il faut juste ajouter de l'eau qui est riche en sels minéraux qui vont nourrir les plantes et qui arrivent à les faire pousser parfois plus vite que dans une terre classique. De nourriture dans ton jardin. 3 tonnes. En effet, les plantes ont besoin de gaz carbonique qu'elles absorbent de l'air par les feuilles et les tiges qui sont vertes et les transforment en substances qu'elles réservent. C'est la photosynthèse. La plante absorbe aussi de l'oxygène nécessaire à sa respiration et de l'eau, surtout les sels minéraux qui y sont dissous. Il y a l'azote, le phosphore, le potassium, le soufre, le calcium, le magnésium, mais aussi le fer, le manganèse, le zinc, le bore, le cuivre, le cobalt, le sodium et le chlore. Les plantes absorbent toutes ces substances organiques par les racines pour pouvoir pousser. Ce qui est donc très important, c'est l'apport en eau, car la pluie ne tombe pas forcément sur la véranda et encore moins sur les rebords des fenêtres. Il faut donc arroser périodiquement les plantes et en plus, pour que les plantes poussent plus vite, surtout au démarrage, on doit les arroser plus souvent qu'il ne pleut. La solution est souvent d'avoir une citerne ou un fût pour collecter l'eau de pluie, pour arroser périodiquement les pots et les bacs. Il faut bien faire attention à fermer la citerne pour ne pas attirer les moustiques. Quand on sait qu'il est déjà difficile d'avoir de l'eau dans les villes pour boire ou pour se laver, ce n'est pas toujours évident d'arroser. Heureusement, les plantes n'ont pas besoin d'eau propre. Elles peuvent être arrosées avec de l'eau, même un peu savonneuse, à condition d'éviter les feuilles. Oui, le savon est un pesticide naturel. Il tue certains parasites et maladies qui empêchent la plante de bien pousser. Attention à ne pas utiliser un savon naturel qui ne contient pas de produits chimiques qui vont polluer l'environnement. Parce que même si la plante elle-même est capable de filtrer le savon, d'éliminer ce qui ne lui est pas nécessaire et de conserver les nutriments dont elle a besoin. Il faut savoir que l'on utilise de plus en plus les plantes dans les bassins d'épuration naturelle pour nettoyer les eaux usées des villes avant de les déverser dans les rivières. Attention aussi à ne pas oublier de faire un trou dans le fond du pot ou du bac pour que le surplus d'eau puisse s'échapper. Sinon, les racines risquent de pourrir et la plante aussi. Les racines en risquent de pourrir avec la plante, vous l'avez dit. Alors, que faut-il faire encore? Quand on cultive la terre, on se rend bien compte du cycle de la vie. Quand on a consommé ou préparé les bananes, les oranges et les épluchures, il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle, mais au contraire les conserver pour pouvoir les recycler et les redonner à la terre comme engrais pour que les plantes poussent encore mieux, comme c'est le cas dans la forêt. Par ses racines, la plante absorbe aussi des gaz présents dans l'atmosphère du sol, de l'azote, du gaz carbonique, de l'hydrogène, du méthane, de l'ammoniac pour se développer. On utilise donc des engrais chimiques qui produisent ces gaz pour faire pousser les plantes plus vite, mais on peut aussi faire son engrais soi-même par le compostage. On peut fabriquer de l'engrais qu'on appelle le compost. On prend un bac dans lequel on va mettre tous ces déchets à recycler. Toutes les épluchures, les restes alimentaires, excepté la viande et l'huile. Tout va avec le temps pourrir. On va ajouter de l'eau savonneuse et aussi des plantes insecticides comme les branches de neem pour lutter contre les mauvaises odeurs et les parasites. Surtout s'il n'y a pas de la place. Il faut en général faire le compost le plus loin possible de la maison, bien sûr. Au bout de quelques semaines, on va pouvoir tirer de l'engrais naturel pour mettre au pied des plantes. Le mieux est de renverser au bout de 3 semaines les déchets dans un autre bac pour qu'ils continuent à pourrir et remplir le premier bac par les nouveaux déchets. Et puis un troisième bac à nouveau pour verser les premiers déchets après encore 3 semaines. Quand les premiers déchets ont environ 9 semaines, on peut les mettre dans le jardin. On a ainsi l'engrais naturel gratuit. Et on n'a plus envie de se débarrasser de ces déchets, car ils sont une véritable richesse qu'il faut surtout garder pour enrichir la terre.
On peut même aller plus loin en fermant complètement les bacs, car les bactéries qui sont dans la pourriture dégagent naturellement du gaz que l'on peut collecter pour brûler et faire cuire les aliments. On parle de biogaz. Et on a ce qu'on appelle un biodigesteur à la maison qui permet d'avoir non seulement de l'engrais gratuitement pour les plantes qui vont donner de la nourriture gratuite, mais aussi du gaz qui va permettre de cuire gratuitement cette nourriture. On n'a plus besoin de payer le charbon ou l'électricité pour faire à manger. Il y a une coopérative très intéressante qui a été créée au Bénin où chacun apporte ses déchets organiques et en échange reçoit un ballon rempli de gaz pour faire la cuisine. Il ne faut absolument rien jeter, vraiment. Vous venez tantôt de nous parler du séchage. Nous avons fait les tours du micro-jardin, vous pensez? Oui, mais j'aimerais finir, comme c'est maintenant une tradition dans nos émissions, en parlant des arbres. Une tradition à juste titre parce que surtout dans les villes, les arbres sont amenés à disparaître pour plusieurs raisons. La première raison est parce qu'on détruit les arbres lors de la construction des bâtiments, des routes et des infrastructures urbaines. La seconde parce qu'on utilise le bois des arbres pour fabriquer des équipements et du mobilier. Et la dernière raison est qu'on utilise le bois des arbres comme bois de chauffe pour faire du charbon ou cuire des aliments. En réalité, le problème, ce n'est pas seulement d'enlever les arbres, le problème, c'est surtout qu'on ne les replante pas dans la plupart du temps. Pourtant, planter un arbre ne prend pas beaucoup de temps. En général, il s'agit juste de replanter ailleurs une petite pousse qui a grandi au pied d'un arbre existant, mais nous ne sommes généralement pas sensibilisés dans les villes à l'importance de cet acte primordial pour l'environnement. Parce qu'en fait, les arbres ne sont pas juste utiles pour leur bois, mais ils sont aussi essentiels pour l'air que l'on respire, puisque les plantes par nature dégagent de l'oxygène et consomment du gaz carbonique, qu'on appelle aussi CO2. C'est le principe de la photosynthèse. Ce sont donc des agents dépolluants naturels et leur présence dans les villes, où la pollution sévit beaucoup à cause des voitures, qui dégagent du gaz carbonique polluant dans l'air que l'on respire, est effectivement primordial. Les arbres sont aussi importants pour le maintien de la couche superficielle des sols, puisque les arbres, avec leurs racines, contribuent à maintenir la terre en place, ce qui est aussi primordial lors des fortes pluies pour limiter les glissements de terrain et la destruction des maisons, que l'on déplore dans les villes. Et l'arbre est un producteur d'alimentation naturelle. Avoir dans sa parcelle, même petite, un arbre fruitier est une bénédiction. Un avocatier, un manguier, un bananier, un oranger permet d'avoir gratuitement des kilos de fruits pour manger et rester en bonne santé. On peut donc imaginer que dans une ville comme Kinshasa, peuplée d'environ 17 millions d'habitants, le nombre d'arbres qui pourraient être plantés si chacun des habitants prenait conscience de cette importance est énorme. On peut les replanter dans son propre jardin, bien sûr, mais dans la rue, dans tous les espaces vides, pour que d'ici 5 à 10 ans, voire 20 ans, l'ensemble de la communauté urbaine puisse bénéficier de l'oxygène des arbres, du bienfait de sa racine et surtout sa production alimentaire pour tous. C'est à la fois utopique de créer une telle forêt, puisqu'il y a peu de villes qui y arrivent, mais aussi à la fois très simple, parce que chaque individu peut le faire. C'est pour cela que nous insistons sur cette thématique parce qu'elle concerne bien chaque individu. Il faut avoir à l'esprit qu'un baobab, qui est l'arbre le plus gros du monde, provient d'une toute petite graine qui peut tenir dans votre poche. Ainsi, planter une graine, c'est avoir un énorme pouvoir sur l'avenir. Merci beaucoup, Madame Alexandra Mbaye. On comprend même si dans les villes, cultiver dans son jardin est plus difficile à cause du manque de place, cela reste possible et même intéressant à petite échelle puisque cela permet d'économiser l'argent et à grande échelle puisqu'elle est bénéfique pour l'environnement. Moins de transports et donc moins de pollution, plus de végétation et encore moins de pollution. Je retiens aussi qu'en récréant les cycles naturels dans son jardin, on gère des déchets sur place et on les recycle en engrais. On peut même en faire du gaz pour cuire les aliments, ce qui, je peux comprendre, doit à terme avoir un impact non négligeable sur la propreté et la salubrité de la ville. Ça n'est fini pour cette émission. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir.
d'après Alexandra Moena Piana.